Es-tu un nageur aguerri suffisamment courageux pour piquer un plongeon dans n'importe quel océan ou n'importe quelle mer? Mauvaise nouvelle, il y a des endroits que tu ferais mieux d'éviter, même si tu sais parfaitement nager ou plonger. Certains de ces endroits présentent des récifs sous-marins dangereux, des marées et des courants puissants. D'autres sont célèbres pour les légendes concernant leurs monstres et leurs créatures mystérieuses qu'ils abritent. Alors plongeons dans ce panorama des horreurs aquatiques. As-tu déjà entendu le terme « stride » ? C'est une variante du mot « stride » qui est employé dans le Yorkshire et qui fait référence à une section étroite de la rivière Wharfe, qui est si petite que tu pourrais probablement l'enjamber. Mais ne te laisse pas duper par sa taille, c'est l'un des endroits les plus dangereux des environs et le simple fait de faire un pas dans l'eau peut avoir des conséquences désastreuses. La Wharfe a un courant puissant et comme le stride est si étroit, il est d'autant plus fort dans cette zone. Le débit intense de l'eau a érodé le calcaire alentour, ce qui a créé des espaces creux beaucoup plus profonds que le reste du lit de la rivière. Et voici le secret, le courant a également affaibli les berges du stride par en dessous. Ainsi, le sol sur lequel tu te tiens, à contempler cet écoulement rapide, n'est probablement qu'un fragile rebord suspendu au-dessus d'eau traîtresse. Il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit retrouvé dans les eaux du stride et qui ait réussi à en réchapper. Et le pire, tu ne te douterais jamais que ce ruisseau, à l'apparence innocente, puisse représenter un tel danger. On te conseille donc de t'en tenir à un plan d'eau plus sûr pour tes escapades aquatiques. Si tu cherches à t'évader le temps d'un week-end en Californie, Horseshoe Lake est l'endroit qu'il te faut. Il a tout pour lui. Des plages de sable, des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. Mais attends, il y a autre chose au-delà des apparences. Ce lac possède une face sombre, à savoir environ 40 hectares d'arbres morts qui l'entourent. Et il n'y a pas que les arbres qui aient été victimes de ce lac. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1989 et 1990 ont libéré du dioxyde de carbone prisonnier du magma en fusion. Ce gaz s'est infiltré dans l'air, entravant toute forme de vie autour du lac. Aujourd'hui encore, Horseshoe Lake est tout aussi dangereux qu'il y a 30 ans. Ce qui le rend si effrayant, c'est que les niveaux de ce gaz toxique changent de façon imprévisible. Les panneaux d'avertissement qui sont jonchés partout pourraient certainement donner une touche d'épouvante à cette amusante randonnée sylvestre. À Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, se trouve un groupe de chutes d'eau époustouflantes, qui était autrefois une destination populaire chez les touristes. Les chutes de Kipu, comme on les appelle, étaient autrefois un lieu privilégié pour la baignade et la plongée. Pour y accéder, il fallait effectuer une longue marche le long d'un chemin de terre, pour accéder enfin à une vue imprenable donnant sur une chute d'eau de 6 mètres de haut et qui se déversait dans un bassin d'eau cristalline en contrebas. Mais depuis 2011, cette zone est interdite au public. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'accidents se sont produits aux chutes de Kipu. Bien entendu, sauter du haut de la cascade en serait la cause la plus évidente. Mais il existe des cas beaucoup plus mystérieux. Des témoins racontent que des nageurs profitaient paisiblement de l'eau en bas des chutes, avant d'être soudainement aspirés sous la surface. Aucune explication précise n'a jamais été trouvée à ces accidents. Les locaux pensent que c'est l'esprit aquatique Mo'o qui serait à blâmer, car il n'apprécie guère d'être troublé par des touristes bruyants. Il existe aussi une théorie au sujet d'un puissant tourbillon venant du fond du bassin. Quoi qu'il en soit, les guides touristiques ne mentionnent plus les chutes de Kipu, et les intrusions y sont sévèrement réprimandées. Le trou de Samaesan, situé dans le golfe de Thaïlande, semble être l'endroit idéal pour les plongeurs en quête de sensations fortes, mais c'est aussi le plus dangereux. Avec un abîme de 85 mètres, c'est le site de plongée le plus profond de la région. Mais sa profondeur n'est pas la seule raison pour laquelle il est considéré comme un lieu à éviter. Il s'agit d'un carrefour de navigation important pour les pétroliers géants, et les puissants courants autour du trou rendent la plongée encore plus traîtresse. Et comme si cela ne suffisait pas, le trou de Samaesan abrite également des barracudas féroces, qui pourraient facilement s'en prendre à des plongeurs sans méfiance. L'eau y est si trouble que la visibilité est quasi nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives. En résumé, le trou de Samaesan est un endroit à couper le souffle, mais extrêmement dangereux et qui ne devrait être exploré que par des plongeurs d'expérience aux nerfs d'acier. Laisse-nous donc te parler de New Smyrna Beach, la capitale mondiale des attaques de requins. Si tu recherchais un lieu de vacances relaxant dans le comté de Volusa en Floride, tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Les eaux autour de New Smyrna Beach regorgent de poissons, ce qui attire énormément de squales. En fait, il y a eu tellement d'attaques de requins signalées dans cette région qu'elle a amplement mérité son titre de capitale des attaques de requins.
Les chercheurs eux-mêmes ont prévenu que quiconque irait se baigner là-bas se retrouverait certainement en contact étroit avec au moins l'un d'entre eux. On parle d'une distance de 3 mètres tout au plus, et dans de nombreux cas, tu ne t'en rendrais même pas compte. Pour ne rien arranger, le requin bulldog, l'un des types de requins les plus dangereux et les plus agressifs, a été repéré dans ces eaux. Kauai figure une fois de plus sur notre liste. Une plage de la côte de Napali, appelée Anakapiai Beach, peut ressembler au paradis sur Terre à bien des égards, mais ne t'y trompe pas. Pour y accéder, tu devras arpenter un sentier rocheux extrêmement raide sur plus de 3 km. Il n'y a pas de sauveteur sur cette plage isolée. Donc si tu décidais de faire un plongeon dans l'eau, tu serais livré à toi-même. La plus grande menace pour ta sécurité, ce sont les courants d'arrachement incroyablement forts. Ils sont presque toujours présents, car il n'y a pas de récif qui protège ce rivage. Et si quelqu'un se retrouve pris dans l'un de ces courants, il n'y a pas d'endroit sûr où nager à des kilomètres à la ronde. La plage plus proche se trouve à 10 km. Crois-nous sur parole, Anakapiai Beach est loin d'être la plus sécurisée. Il est donc fortement conseillé de rester hors de l'eau si tu te rends un jour sur cette plage. Laisse-nous maintenant te parler d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit de Berkeley Pit, un lac artificiel situé à Butte, dans le Montana. La première chose que tu remarqueras à propos de cet endroit, c'est son inquiétante couleur rouge sang, qui tend à mettre mal à l'aise. Tu serais peut-être tenté d'y faire trempette, mais ce serait une grave erreur. N'y touche même pas. Cette eau est incroyablement dangereuse en raison des métaux lourds qui y sont présents, comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre. Ils proviennent des roches qui entourent le lac et rendent ces eaux extrêmement acides. D'ailleurs, cet endroit était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert, ce qui explique sa couleur. Alors si tu veux notre conseil, évite cet endroit, comme la peste. Il y a 3 lacs en Afrique qui sont peut-être les endroits les plus dangereux de tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Les lacs Monoun et Nyos au Cameroun et le lac Kivu au Rwanda sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser. Ils se sont formés au-dessus de gisements souterrains de roches en fusion. Et parfois, ces roches libèrent des gaz toxiques, tels que le méthane et le dioxyde de carbone directement dans l'eau. Lorsque cela se produit, ces gaz peuvent s'accumuler jusqu'à jaillir soudainement de l'eau, créant de puissantes vagues capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce type d'éruption est connu sous le nom d'éruption limnique et elle est susceptible de libérer un nuage de gaz toxique qui peut être nocif pour tout ce qui se trouve à proximité. Le plus terrifiant, ces explosions peuvent se produire à tout moment et sans aucun signe précurseur. Donc si tu te trouves un jour près de l'un de ces lacs, tu ferais mieux d'être aux aguets, car on ne sait jamais quand la prochaine peut se produire. Peut-être connais-tu d'autres endroits que tu ne recommanderais sûrement pas pour une baignade relaxante? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Fatigué de cette bonne vieille terre ennuyeuse? Tu veux savoir ce qu'il y a au-delà du ciel étoilé? Tu n'es pas le seul. Cela fait des siècles que les gens se posent la même question. Heureusement, les scientifiques ont tout prévu. Ils ont découvert un grand nombre d'endroits étonnants situés à des années-lumière de notre planète bleue. Une année-lumière, c'est environ 9 trillions de kilomètres. Époustouflant, non? Alors, monte, le vaisseau spatial de la connaissance s'apprête à décoller. Ton premier arrêt se situe à 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Il s'agit d'un quasar, l'un des objets les plus brillants de l'univers et le premier à avoir été découvert. Un quasar n'est pas une étoile, mais une galaxie lointaine. Cet objet extrêmement brillant tire son énergie d'un trou noir supermassif. Un disque de matière tourbillonne autour du trou noir et crée une friction. C'est un peu comme lorsque tu as froid et que tu frottes tes mains l'une contre l'autre pour te réchauffer. La friction entre les paumes crée de la chaleur, ce qui procure une sensation de bien-être et de confort. La même chose se produit dans le quasar, mais la quantité de chaleur est plus importante, bien plus importante. J'espère que tu n'as pas oublié d'emporter de la crème solaire. La température au cœur de ce quasar peut atteindre 10 trillions de degrés Celsius. Cet objet brille 100 fois plus que toutes les étoiles de sa galaxie réunies. Il est temps de baisser un peu la température. Moins 272 degrés Celsius pour être précis. C'est la température d'une jeune nébuleuse planétaire appelée nébuleuse du Boomerang. Elle se trouve à 5000 années-lumière de la Terre. Le télescope spatial Hubble de la NASA a pris des images de cette formation en 1998. Elle est composée de gaz provenant d'une étoile en fin de vie.
À l'intérieur de la nébuleuse, il y a plus de vent que dans la ville des vents. Les vents atteignent des vitesses de 500 000 km/h. Et c'est à eux que l'on doit les températures glaciales de la nébuleuse. Les chercheurs ont été impressionnés de découvrir que la température de la nébuleuse du Boomerang est à peine supérieure d'1 degré au zéro absolu. Le 0 Kelvin devrait être la température la plus froide possible. C'est le point où toute activité moléculaire et atomique s'arrête. Brrr. Cela donne envie d'augmenter le thermostat de son vaisseau spatial. Ensuite, tu vas te rendre dans un endroit que tu n'as pas forcément envie de visiter. Je suis désolé. Il s'agit du trou noir le plus massif. Ce géant est situé au cœur d'une grande galaxie à quelques 10,4 milliards d'années-lumière de notre planète. Sa masse est 66 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. De quoi faire rougir de honte le trou noir supermassif de notre galaxie. La masse de ce dernier n'est que 4,5 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Mais mieux vaut ne pas s'en approcher, car les trous noirs se nourrissent de matière. En calculant la quantité de matière qu'ils consomment, les scientifiques peuvent déterminer leur taux d'expansion. Et ces trous noirs ont un sacré appétit. Les astronomes pensent que des trous noirs supermassifs se cachent quelque part dans l'univers. S'ils existent vraiment, leur masse est estimée à plus de 100 milliards de fois celle du Soleil. Il est temps de manger quelque chose de léger. Le vaisseau spatial entre dans le système Kepler 51. Ce système abrite les planètes les plus légères de notre univers, appelées superpuffs. Ce terme évoque quelque chose de léger, et c'est effectivement le cas. La masse de ces planètes est égale ou légèrement supérieure à celle de la Terre, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont petites. Imagine-les comme des barbes à papa géantes de la taille de Jupiter. Il s'agit de planètes nouvellement nées dont l'atmosphère est encore en train de se refroidir. Il est cependant préférable d'attendre la fin de ce processus, car 260 degrés Celsius, c'est trop chaud à gérer. Mais pour les experts, les superpuffs sont spéciales. Ces planètes sont incroyablement rares, puisque les chercheurs ont réussi à en découvrir moins de 20 à ce jour. Es-tu prêt pour une course? Supposons que le vaisseau sur lequel tu te trouves voyage à une vitesse de 40 000 km/h. C'est le record de la vitesse la plus élevée de l'histoire de l'humanité. Il a été établi par le trio d'astronautes de la NASA lors de la mission Apollo 10 en 1969. Et non, je ne parle pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ceux-ci ont participé à la mission Apollo 11 plus tard dans l'année. Aujourd'hui, tu vas te mesurer à une étoile située à 18 000 années-lumière de la Terre. Ton plus grand avantage est qu'il s'agit d'une étoile à neutrons. Elle s'est formée lorsqu'une autre étoile massive s'est retrouvée à court de combustible nucléaire et n'a plus pu subvenir à ses besoins. Imagine une voiture roulant sur un réservoir vide. La victoire ne saurait être plus proche, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Lorsqu'une étoile massive estime que son temps est écoulé, elle rétrécit et se met à tourner. Les patineurs artistiques font de même pendant une pirouette. Ils replient leurs bras pour augmenter la rotation au maximum. Cette étoile à neutrons est la championne de l'univers. Elle tourne à une vitesse de 250 millions de kilomètres à l'heure. Cela représente environ 24% de la vitesse de la lumière. Waouh! Tu es à court d'énergie en ce moment? Il est temps de se recharger avec un sursaut gamma. Les rayons gamma sont des ondes électromagnétiques générées par diverses formes de rayonnement. Ces sursauts étaient pratiquement inconnus de la science jusqu'à la fin des années 1960. Des satellites équipés de détecteurs de rayons gamma ont accidentellement enregistré d'énormes bouffées de rayonnement en dehors de notre système solaire. De quoi s'agit-il? Rien de sombre, assurément, puisque ce sont les formes les plus énergétiques de la lumière. Les scientifiques pensent que les sursauts gamma se produisent lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision et forment un trou noir. L'autre explication est que ce sont les étapes finales de la vie d'une supernova. Cet événement se produit lorsqu'une étoile décide de s'éteindre avec fracas. Les sursauts gamma sont plus brillants qu'un diamant. Ils sont 1 million de billions de fois plus brillants que le Soleil. C'est une véritable explosion d'énergie. Ton humeur s'est un peu détendue. Tu veux visiter un endroit qui a de l'attrait. Non, je ne parle pas d'une station balnéaire, mais d'un magnétar. Il s'agit d'une étoile à neutrons un peu particulière. Les magnétars ont un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de notre planète. Mais ne te laisse pas séduire par cet attrait. Disons simplement que tu ne vivras pas assez longtemps pour le raconter si tu t'approches de l'une d'entre elles. En 2004, une éruption provenant de la surface d'un magnétar a réussi à comprimer le champ magnétique terrestre à une distance de 50 000 années-lumière. Impressionnant pour une étoile de la taille d'une ville. Cela donne envie de faire équipe avec cet aimant surdimensionné pour commettre le plus grand hold-up qui soit.
Un magnétar a la capacité de voler toutes les cartes de crédit de la planète Terre à une distance égale à celle de la Lune. Heureusement pour les humains, la NASA n'a découvert que 31 de ces étoiles à ce jour. Tu as à peine échappé à l'attraction d'un magnétar. Soudain, tu ressens une force étrange qui t'éloigne de ton point d'attache. Il s'agit du grand attracteur, l'un des plus grands mystères de l'univers. Cette irrégularité gravitationnelle massive nous attire de plus en plus près d'elle depuis des milliards d'années. Les scientifiques estiment que le grand attracteur est situé au centre du superamas Laniakea. Ce nom signifie « ciel incommensurable » en hawaïen. Il représente un gigantesque ensemble de planètes, d'étoiles et d'astéroïdes. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une tache dans cet énorme superamas. Selon la théorie du Big Bang, pas la sitcom mais la vraie théorie, l'univers s'est développé dans toutes les directions. Mais le mystérieux grand attracteur ralentit les choses. De quelle manière exactement? Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Le bon côté des choses, c'est qu'ils savent bien nommer ces phénomènes. La fin de l'univers s'appellerait le Big Crunch, à supposer qu'il y ait encore quelqu'un pour l'appeler ainsi. Ton voyage s'achève lui aussi aux confins de l'univers. La galaxie la plus éloignée de la Terre est également la plus ancienne. Les galaxies qui se sont formées en premier après le Big Bang sont celles qui ont dérivé le plus loin. Ainsi, chaque fois que les télescopes de pointe détectent un point très éloigné, ils donnent aux scientifiques une image des origines de l'univers. Tu te rends sur l'île de Quemada Grande, l'une des plus dangereuses du monde. Là-bas, tu te retrouves au milieu d'une forêt tropicale. Il y a d'énormes rochers et des plaines herbeuses. Ce lieu abrite des oiseaux, des sauterelles, ainsi que des cafards géants. Mais aussi un autre animal. Et c'est à cause de celui-ci que l'île a acquis sa sinistre réputation. Il y a des serpents et en très grand nombre. En si grand nombre que l'endroit est également connu sous le nom de l'île aux serpents. Pourras-tu y survivre? Située à seulement 32 km de la côte du Brésil, l'île a une superficie de 43 hectares. Elle a probablement été coupée du continent lors de la dernière période glaciaire. Pour cette raison, les serpents se sont retrouvés séparés de la plupart des autres espèces animales. Ils y ont vécu sans aucun rivaux, disposant de sources de nourriture quasi illimitées. Dans un espace aussi restreint, on compte jusqu'à 4000 serpents, ce qui représente un serpent par mètre carré. Il serait donc bien difficile de ne jamais croiser l'une de ces créatures sur cette île. Ce serpent, le trigonocéphale insulaire, est non seulement le plus répandu sur l'île, mais il s'avère aussi qu'il s'agit, dans la famille des vipéridés, d'une espèce extrêmement venimeuse. En fait, c'est l'une des espèces les plus venimeuses de toute l'Amérique latine. La puissance de son venin est due à son grand isolement. En dehors des serpents, on ne trouve que des oiseaux sur cette terre. Et pour attraper ces oiseaux, il fallait que le venin des serpents soit particulièrement violent. Par conséquent, depuis qu'ils ont été séparés de leurs lointains parents, leur venin est devenu presque 5 fois plus puissant. La plupart du temps, le trigonocéphale insulaire se cache dans les arbres ou les feuilles qui jonchent le sol. Si tu te retrouves un jour coincé ici, il vaut mieux que tu te tiennes à bonne distance de ces animaux. Les serpents utilisent principalement leur odorat et les vibrations pour capturer leur proie. Si tu t'approches trop près de l'un d'eux, reste immobile ou éloigne-toi lentement. Si tu émets trop de vibrations, ils se sentiront menacés, ce qui pourrait les pousser à t'attaquer. Si tu en vois un à quelque distance ou si tu te diriges vers de hautes herbes, tape des pieds plusieurs fois. Cela informera les serpents de ta présence. Ils ne prendront pas le risque de se mesurer à une proie plus grande qu'eux et s'enfuiront probablement assez vite. Il est toujours bon de porter un bâton, au cas où tu tomberais par hasard sur un serpent. Tu disposeras ainsi d'une sorte d'extension qui pourra t'éviter une morsure. Ce bâton pourrait te sauver la vie. S'il possède une extrémité en forme de V, ton bâton te donnera encore plus d'avantages. Si un serpent commence à se comporter de manière agressive, tu pourras le retenir au sol et l'arrêter dans son élan. Mais quoi qu'il arrive, n'essaye pas de le ramasser. Bien, mais que dois-tu faire si tu te fais mordre? Les risques sont assez élevés sur cette île, bien sûr. Tout d'abord, n'essaye pas d'extraire le venin par tes propres moyens. Assure-toi d'appeler immédiatement les services d'urgence. Et une fois que les secours sont en route, applique un large bandage sur la plaie. Un morceau de tissu fera l'affaire si tu n'as rien d'autre. N'essaye pas de poursuivre le serpent afin de déterminer son espèce. Les services d'urgence sauront identifier le venin dont il s'agit. Maintenant, il te suffit de rester calme et d'attendre les secours. Tu te demandes peut-être qui tu peux appeler sur cette île abandonnée. Eh bien, comme il est strictement interdit de visiter cet endroit, des panneaux ont été installés partout sur l'île.
Tu y trouveras un numéro que tu peux appeler si tu as des problèmes. Mettons maintenant que tu aies réussi à éviter de te faire mordre. Que vas-tu pouvoir manger sur place? Queimada, en portugais, signifie brûlage ou feu de forêt, et ce nom a une histoire. En effet, l'île tout entière a été délibérément incendiée pour permettre la création d'une plantation de bananes. Malheureusement, les affaires n'ont pas aussi bien marché que les entrepreneurs l'espéraient. Sans doute parce que les serpents n'ont pas laissé les cultivateurs travailler en paix. Mais certains bananiers continuent encore aujourd'hui de pousser, et ils t'apporteront les nutriments dont tu as tant besoin. Il te faudra aussi faire le plein de protéines lors de ton séjour. Heureusement, en plus des serpents, cette île abrite aussi des cafards. Ces cafards géants, à l'allure préhistorique, sortent la nuit pour se nourrir de plantes. Alors, allume ton barbecue et profite de ce mets rare. Mais le meilleur moyen de survivre à cette île est encore de l'éviter à tout prix. Si, par hasard, tu passes devant, n'oublie pas que cet endroit était autrefois relié au continent. Les rochers sous la surface des eaux représentent donc un grand risque pour ton embarcation si tu t'en approches trop. Veille par conséquent à te tenir à bonne distance du rivage lors de ta traversée. Bien sûr, l'île est des plus intrigantes, mais n'oublie pas que quelle que soit la distance à laquelle tu t'approches de ces terres, tu ne pourras pas voir les serpents depuis ton bateau. Tu n'apercevras ces créatures que si tu accostes, ce qui est absolument déconseillé. Car ce ne sont pas seulement les reptiles qui rendent cet endroit dangereux. Des pirates visitent cette île assez régulièrement. Pas les pirates à jambes de bois qui chantent en comptant leurs pièces d'or, mais ceux qu'on nomme les biopirates, qui viennent là pour capturer l'animal qui rend l'île si dangereuse. Ils viennent pour les serpents, afin de les attraper et de les vendre sur le marché noir. Depuis que l'île a été coupée du monde il y a environ 11 000 ans, le trigonocéphale insulaire a évolué dans son propre habitat. Donc, bien que le nombre de ces reptiles soit élevé dans ces lieux, l'espèce est aujourd'hui considérée comme menacée. Et en raison de leur rareté, leur valeur est très grande. Ils se vendent pour des sommes proches de 30 000 € sur les marchés clandestins, ce qui bien sûr donne aux biopirates la motivation nécessaire pour se rendre sur cette île. Il y a quand même des façons plus simples de gagner sa vie. Enfin, disons que tu as toutes les ressources nécessaires pour survivre dans l'un des endroits les plus dangereux au monde. Penses-tu que tu parviendrais à réaliser cet exploit? Tu penses peut-être que c'est impossible? Tu seras surpris de savoir qu'en réalité, c'est parfaitement faisable, si tu sais ce que tu fais. De nombreuses personnes ont déjà visité cet endroit effrayant. Des équipes de scientifiques s'y rendent souvent. Ils étudient le trigonocéphale insulaire, son environnement et ses sources de nourriture à des fins de conservation. Mais les chercheurs s'assurent toujours qu'il y ait un médecin dans l'équipe. Il existe aussi un phare sur l'île des Serpents. Il a été exploité jusque dans les années 1920. Puis on l'a automatisé. Tu devines facilement pourquoi. Les autorités brésiliennes visitent ce phare une fois par an pour s'assurer qu'il fonctionne toujours correctement. Les habitants du continent connaissent la réputation de l'île. Alors, les histoires de personnes qui y auraient disparu sont plutôt rares. Mais un groupe de pêcheurs s'est un jour approché trop près de son rivage. Alors qu'ils suivaient leur itinéraire habituel, ils se sont accidentellement trop approchés de la côte. Leur bateau a heurté un récif sous les vagues et a commencé à se remplir d'eau. Comme le bateau coulait rapidement, les hommes ne disposaient plus que de deux options: tenter de survivre dans la mer agitée ou nager jusqu'aux plages de l'île aux serpents. C'était évidemment un choix difficile. Après tout, ils avaient entendu toutes les histoires. Et ce n'est pas seulement les serpents qui les effrayaient. Une légende disait que l'île était maudite. Mais sans se préoccuper de ses contes à dormir debout, les pêcheurs ont choisi de tenter leur chance sur l'île de Queimada Grande. Après avoir atteint le rivage, ils se sont efforcés d'être prudents. Leur connaissance de l'île pouvait les aider à survivre. Plus important encore, ils savaient qu'il fallait à tout prix éviter la forêt tropicale. Lorsque les hommes ont commencé à avoir faim, ils se sont prudemment dirigés vers la lisière de la forêt afin de cueillir des bananes. Mais ils ont passé le reste de leur temps à attendre les secours assis tranquillement afin de conserver leur énergie. Ils ne pouvaient boire de l'eau que lorsqu'il pleuvait. Cela suffisait à peine pour qu'ils restent en vie. Ils dormaient sur la plage, sans protection contre les éléments. Et pourtant, ils étaient si proches du phare et des grottes. Ils se montraient extrêmement prudents. Mais c'était soit endurer un certain inconfort, soit risquer leur vie pour un lit au sec. Ils n'ont pas cédé à la tentation. Ils ont réussi à survivre 3 jours durant, sans qu'aucun d'eux ne se fasse mordre par un serpent. Après ça, un bateau les a finalement secourus. Voilà, maintenant tu sais que tout est possible. Imagine que tu es en train de surfer sur une vague parfaite, et que soudainement elle se fige. Ça a l'air effrayant. Mais ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, si? Eh bien si.
Si tu vas en Antarctique, tu pourras peut-être voir d'incroyables vagues gelées. Ces vagues se produisent lorsque la glace est comprimée et que la pression toujours plus forte fait sortir les bulles d'air. Quant à la magnifique couleur bleue, elle est le résultat de la fonte et du regel de la glace. Lorsque l'été arrive, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Caño Cristales, souvent considérée comme la plus belle rivière du monde, brille en 5 couleurs: rouge, noir, vert, bleu et jaune. Elle n'arbore cet aspect que pendant 6 mois de l'année, car la plante aquatique qui lui donne ses teintes vives a besoin du bon niveau d'eau et de la bonne quantité de soleil pour opérer sa magie. L'Australie abrite une chute d'eau horizontale unique sur la côte de la région de Kimberley. Ce n'est en réalité qu'un flux de marées rapides qui se déplace à travers 2 rochers étroits et alignés. Les marées peuvent s'élever de 9 mètres. Les chutes s'inversent chaque fois que la marée change. Le plus gros rocher du monde se trouve aussi en Australie. Uluru est si gros qu'il ressemble à une grande colline. Il a une circonférence de 10 km et mesure 350 mètres de haut. Les bords sont érodés car le rocher est là depuis toujours. Ces bâtiments en briques debout à 7 étages ont été construits à partir de terres fertiles, de foin et d'eau qui ont été transformés en briques et laissés à cuire au soleil pendant des jours. Les rez-de-chaussée étaient utilisés pour garder le bétail et les céréales, et les niveaux supérieurs étaient des lieux de rencontre et de contemplation du paysage. L'Antelope Canyon, en Arizona, aussi connu sous le nom de « l'endroit où l'eau coule dans la roche », possède 2 sections de canyon fendus. Au fil des années, l'eau qui coule à travers le grès a formé une formation pittoresque comme aucune autre. Si tu as la chance de fouler un jour le sol aride du désert du Namib, en Namibie, prépare-toi à un décor étrange. Tu verras d'innombrables taches circulaires de 2 à 5 mètres de diamètre. Structurées comme un nid d'abeilles, elles s'étendent sur 2400 km vers l'horizon. Ces taches sont aussi connues sous le nom de cercles de fées, mais tu pourrais être déçu par l'absence d'explication de ce mystère. Personne ne connaît avec certitude l'origine de ces cercles, même s'il existe de nombreuses théories, de la radioactivité du sol à l'activité des termites des sables. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus silencieux du monde. Les gestionnaires du parc national ont failli ne pas trouver de son à mesurer ici. En hawaïen, le nom signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan entré en éruption il y a 1 million d'années. Les coulées de lave se sont accumulées au fil des années et ont formé une montagne. Elle a son propre microclimat qu'il est impossible de prévoir. Il faut presque 1 semaine de bateau depuis l'Afrique du Sud pour se rendre jusqu'à la colonie la plus isolée au monde, baptisée Édimbourg des 7 mers. Il faut une permission spéciale du gouvernement local pour la visiter en tant que touriste. Environ 300 habitants y vivent tous comme une famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt du Daintree, en Australie, est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années. Daintree abrite des espèces animales uniques, 12 000 types d'insectes différents et environ la moitié de la population de grenouilles, papillons et chauves-souris d'Australie. La forêt tropicale compte aussi approximativement 3000 espèces de plantes. Les roches mouvantes sont appelées ainsi car elles semblent se déplacer sur le lit du lac asséché de Racetrack Playa, dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie. En se déplaçant, les roches laissent derrière elles des traces effrayantes qui ont laissé les scientifiques perplexes. Après tout, certains des blocs rocheux pèsent plus de 300 kg. En plus de cela, certaines traces sont incurvées, tandis que d'autres sont principalement droites, avec des virages inattendus à droite ou à gauche. Mais finalement, les experts de la NASA ont percé le mystère en 2006. Il s'avère qu'en hiver, le lac se remplit d'eau, recouvrant de glace les blocs rocheux du fond. Et comme la glace est assez flottante, les mouvements sous-marins et les vents font bouger les roches sur le fond du lac.
Dans leur sillage, elles laissent des traces bizarres que l'on ne voit que lorsque l'eau s'évapore en été. Le lac Maracaibo au Venezuela est souvent surnommé la capitale mondiale de la foudre. Des orages s'y déclenchent 300 jours par an avec un pic en septembre. Il y a parfois jusqu'à 200 éclairs en 1 minute. Cela se produit car l'air frais provenant des Andes environnantes rencontre l'air chaud de la mer des Caraïbes et génère de l'électricité. Certains endroits sur Terre ont moins de gravité que d'autres. La baie d'Hudson, au Canada, par exemple, était autrefois recouverte d'un glacier très épais et très lourd pendant la dernière période glaciaire. La glace avait poussé des tonnes de masse rocheuse vers l'extérieur lorsqu'elle a commencé à fondre. Plus la masse d'un objet est petite, moins il a de gravité. Il faudra encore 5000 ans pour que la Terre reprenne sa forme initiale à cet endroit. En attendant, tu pèseras toujours moins ici que partout ailleurs dans le monde. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Jiuzhaigou en Chine change de couleur, passant du jaune ambre au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois au corail. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne fond ni ne s'assèche pas, contrairement aux autres lacs voisins. Les locaux disent qu'il est constitué de morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée environnante présente des reliefs karstiques coniques étroits et des chutes d'eau spectaculaires et abrite environ 140 espèces d'oiseaux et des pandas géants, ainsi que d'autres espèces végétales et animales menacées. Le cap Denison, dans la baie du Commonwealth, en Antarctique, est l'endroit le plus venteux de la planète. Il présente des vents descendants inhabituels. Il se forme à cause de la forme en dôme du continent et du climat toujours froid. Ces vents sont si rapides et forts qu'ils dérèglent les instruments de mesure et les mâts auxquels ils sont attachés. La vitesse record à ce jour est de 322 km/h. Le désert du Sahara, qui occupe 10% de la superficie du continent africain, est extrêmement chaud et sec. C'est pourquoi c'est l'un des endroits où le ciel est le plus clair. Il n'y a presque jamais de nuages. Ce facteur, couplé à l'éloignement de toute civilisation, en fait l'un des meilleurs spots pour observer les étoiles. Au Danemark, les gens sont assez régulièrement témoins d'un étrange phénomène appelé soleil noir. Et c'est encore plus bizarre quand on sait que les oiseaux sont à l'origine de ce phénomène inhabituel. Chaque printemps et automne, des millions d'étourneaux entament leur migration annuelle depuis la Suède, la Finlande et la Norvège vers la Grande-Bretagne, la Belgique et la France. Le Danemark est l'endroit où tu peux observer le Sortsol, le nom danois du soleil noir. Les oiseaux voyagent en grande volée, ce qui facilite l'échange d'informations et permet de rester au chaud. Avant d'atterrir, ils effectuent des mouvements qui ressemblent à une danse. Mais en fait, ils exécutent différentes formations pour tenter de faire fuir les prédateurs. Et bien que les oiseaux volent selon des schémas hautement synchronisés, les gens pensent que l'immense volée change de forme de façon chaotique. Le soleil noir ne dure que 20 minutes pendant le coucher du soleil, et il faut être soit rapide, soit chanceux pour voir ce phénomène. Le secret de la couleur bonbon de la plage de sable rose de la Barbade réside dans les coraux écrasés qui s'y trouvent et les minuscules organismes rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette fameuse teinte lorsque les vagues sont assez fortes pour emporter ce mélange sur le rivage. Le secret de la propreté impeccable de cet endroit est qu'il n'a pas d'installation publique et qu'il est moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picanini en Australie. Pendant tout ce temps, l'eau douce souterraine est remontée lentement à la surface à travers le calcaire. Cela a formé une grande caverne sous-marine aux parois de calcaire blanc. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais ça en vaut vraiment la peine. La cascade de Baatara Gorge présente 3 ponts naturels que tout le monde peut traverser afin de prendre de superbes photos et même faire un pique-nique. La cascade est le résultat de l'érosion du calcaire qui dure depuis des millions d'années, même si on dirait que quelqu'un a fait un trou en plein milieu. Elle est située dans le village de la Tanourine, qui se trouve à seulement 2 heures de la capitale libanaise, Beyrouth. Un village de l'État de Meghalaya, en Inde,
est connu pour être le plus humide de la planète selon le Guinness des records. Les précipitations annuelles moyennes y sont d'environ 12 000 mm. C'est le résultat des vents de mousson chauds et humides venant du golfe du Bengale qui apportent des nuages pleins de pluie. Elles se déversent dans les rivières et les chutes d'eau et ne s'arrêtent jamais. Les habitants qui travaillent dans les champs portent toujours des couvertures en forme de panier pour se protéger tant bien que mal. Le village de Leknes, qui compte environ 3500 habitants, est situé en Norvège, au-dessus du cercle polaire. Il bénéficie d'un climat exceptionnellement doux par rapport à d'autres endroits situés à la même latitude. En janvier, la température minimum moyenne est de 0 degré Celsius et descend rarement en dessous de moins 1 degré Celsius. En juillet, la température moyenne est de 12 degrés Celsius, ce qui est assez commun pour de nombreux autres endroits en Europe. Puna au Pérou. C'est un désert vide, une terre rocailleuse et un grand rien. Ah non, attends, il y a la Yareta. La Yareta est une plante à fleurs tellement particulière qu'on pourrait croire qu'elle a été photoshopée. C'est dire à quel point elle est différente du reste du désert. À première vue, on dirait des rochers couverts de mousse. Mais il s'agit d'une plante vieille de 3000 ans, que l'on trouve dans les prairies gelées de la Puna, dans les Andes. Cette plante pousse en groupe, et elles sont si denses que tu pourrais te tenir sur un arbuste de Yareta et il supporterait ton poids sans problème. Le Spotted Lake au Canada. Certains l'appellent le lieu le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, ce n'est qu'un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaie d'y aller en été, quand l'eau commence à s'évaporer. Tu auras l'impression d'entrer dans un autre monde, un paysage avec des taches bleues, vertes et jaunes. En été, il y a plus de 300 piscines et elles sont magiques. Au cours des siècles, les gens ont toujours cru que chacune d'entre elles avait des propriétés curatives différentes. Oh, et l'explication de ces couleurs vives est purement scientifique. Chacune d'entre elles a une forte concentration de minéraux différents. Rio Tinto en Espagne. Depuis plus de 5000 ans, le fleuve Rouge est entouré de mines de cuivre, d'argent, d'or et d'autres minéraux. Ces minéraux donnent à la rivière sa couleur rougeâtre si particulière. Les gens ont exploité cette région pendant des siècles, jusqu'à ce que toute l'industrie commence à disparaître. Les mines sont restées abandonnées jusqu'à leur redécouverte au XVIIIe siècle. La rivière est assez impressionnante, mais elle est aussi très dangereuse pour les humains en raison de sa forte acidité. Les bactéries présentes dans l'eau créent des conditions similaires à celles que l'on peut trouver dans d'autres endroits de notre système solaire. Par exemple, les scientifiques pensent qu'il y a une chose assez identique sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. Un océan acide est caché sous la surface de la Lune. La baie de Toyama. Si tu te promènes le long de la côte de la baie de Toyama au Japon, tu auras peut-être la chance de voir une lumière bleu néon du genre mystique. Elle vient de sous l'eau et éclaire la mer pendant la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir un phénomène pareil. C'est le calmar luciole qui est responsable de ce spectacle époustouflant. Cette créature habite à une profondeur de plus de 200 mètres sous la surface. Mais au printemps, ils se regroupent près de la côte. Parfois, les vagues les emportent même jusqu'au rivage. La lumière que ces animaux émettent est en fait un camouflage qui les aide à se cacher et à se protéger. Pendant la journée, les calmars retournent dans les profondeurs, mais la nuit, ils reviennent faire la fête près du rivage. La lumière qu'ils produisent n'est pas suffisamment forte pour pouvoir lire un livre dans le noir, mais elle est tout de même assez impressionnante. Fly Geyser, Nevada, aux États-Unis. Imagine que tu es dans une fusée spatiale. À un moment donné, tu réalises que tu es entré dans l'atmosphère d'une planète inconnue. Tu n'as même pas vu qu'elle était là. La gravité de la planète commence à tirer ta fusée vers le bas. Bientôt, elle s'écrase sur sa surface. Heureusement, ton vaisseau spatial est assez solide et reste intact. Alors tu enfiles ta combinaison spatiale et tu vas voir dehors en rampant. Juste devant toi, il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Une nature incroyable, des couleurs extraordinaires et un truc bizarre qui ressemble à une montagne. Et soudain, il crache une colonne d'eau bouillante. Tu secoues la tête, encore ton imagination débordante. Tu es en fait dans le Nevada, en train de regarder le Fly Ranch Geyser. Ne sois pas déçu, il est quand même incroyable. Ce geyser est apparu dans les années 1960, lorsqu'une compagnie d'énergie géothermique a effectué un forage. Cela a permis à la nappe phréatique de s'échapper. Et les couleurs sont similaires à celles que tu peux voir dans le parc national de Yellowstone, et c'est tout simplement à cause des algues.
En parlant de Yellowstone, c'est un autre endroit qui semble avoir été extrait d'une autre galaxie. Sur une superficie plus grande que les États du Delaware et du Rhode Island réunis, on trouve plus de 10 000 structures hydrothermales, 500 geysers et des chutes d'eau incroyables. Tsingy de Bemaraha à Madagascar. Voici un endroit où tu peux facilement t'imaginer en train de tomber nez à nez avec des animaux très anciens. Tu peux presque les voir se cacher parmi les rochers pointus qui montent jusqu'à 100 mètres. La moitié de ce parc national est recouverte de forêt et l'autre moitié est constituée de rochers formés par l'érosion de l'eau. L'endroit abrite de nombreux animaux comme des caméléons, des iguanes, des grenouilles et de nombreuses espèces de lémuriens. Glacier Vatnajökull en Islande. Dans ta quête pour découvrir les merveilles extraterrestres de notre planète, n'oublie pas de passer par l'Islande. Tu y trouveras le plus grand glacier de toute l'Europe. À certains endroits, la glace peut avoir plus de 914 mètres d'épaisseur. Vatnajökull possède 30 glaciers émissaires prêts à être explorés. Ce sont des canaux de glace qui, autrefois, sortaient d'une calotte glaciaire mais restaient coincés dans les limites de la vallée. Quant aux célèbres grottes de glace islandaises, elles se forment lorsque l'eau de fonte traverse un glacier en essayant de remonter jusqu'à la surface. Cela se produit généralement en été, lorsque les températures sont plus élevées et que le flux d'eau est plus intense. Lorsque les températures baissent, l'eau gèle. C'est ainsi que les grottes se forment. Staffa, Écosse, Royaume-Uni. Staffa est une île inhabitée qui ressemble à une autre planète. Une fois que tu la vois, tu ne peux pas te défaire du sentiment qu'elle cache des tas de secrets. Pourtant, en réalité, c'est un lieu calme, presque entièrement occupé par les oiseaux de mer et les phoques. Pourtant, personne ne peut contester que les incroyables colonnes de roches donnent à cet endroit un aspect unique et mystérieux. Cela a toujours encouragé les gens du coin à répandre des légendes sur cette grotte inhabituelle. Les colonnes elles-mêmes se sont formées il y a des millions d'années, principalement à cause d'éruptions volcaniques. Glowworm Caves, Nouvelle-Zélande. Imagine que tu trouves une entrée dans une grotte magique. Tu avances à toute vitesse sur ton bateau, impatient de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et tu es récompensé par l'une des plus belles visions qui soit. Tu découvres une grotte fermée qui semble se trouver sous un magnifique ciel étoilé. Tu n'as pas besoin de faire tout le tour de la Voie lactée pour trouver quelque chose de semblable. Les Glowworm Caves en Nouvelle-Zélande sont là pour toi. Les grottes ont commencé à se former il y a des millions d'années. Et maintenant, elles possèdent une impressionnante collection de stalagmites et de stalactites. Mais ce qui les rend vraiment uniques, ce sont leurs vers luisants. Les grottes abritent des milliers et des milliers de larves lumineuses. Les vers ont besoin d'attirer des insectes et d'éventuels partenaires. Pour ce faire, ils utilisent leur queue qui brille dans le noir. Il y a beaucoup de grottes comme celle-ci dans la région, et les gens les explorent depuis plus de 100 ans. Le Wulingyuan est une zone d'intérêt historique dans le Zhangjiajie, en Chine. Cet endroit étonnant offre des paysages à couper le souffle et compte plus de 3000 piliers de grès. On dirait que la nature a décidé de faire sa propre version des gratte-ciel. Certains d'entre eux atteignent la moitié de la taille de l'Empire State Building. En général, il est impossible de savoir où commencent les piliers. Tout ce que tu vois quand tu essaies de deviner ce qu'il y a au fond, c'est un brouillard sans fin. 2 ponts en pierre naturelle semblent flotter parmi les piliers perdus dans les nuages. L'œil de l'Afrique. C'est un mystère qui est resté caché pendant des millénaires. Cette formation géologique est difficile à repérer lorsque tu te tiens debout normalement. C'est pourquoi elle n'a pas été découverte avant que les gens commencent à explorer l'espace. Pendant un certain temps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact créé par un objet spatial qui avait heurté la surface de la Terre. Mais après avoir fait des recherches, ils ont découvert que l'origine de l'œil était entièrement terrestre. De nos jours, les géologues pensent que la formation de cet œil a commencé il y a plus de 100 millions d'années, lorsque la tectonique des plaques a déchiré le supercontinent connu sous le nom de Pangée. La roche en fusion qui remontait vers la surface a créé un énorme dôme composé de différentes couches. Plus tard, l'activité volcanique et l'érosion ont fini de former l'œil. Lac Baïkal, Russie. Le plus profond, le plus ancien et l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde a forcément des secrets qui lui sont propres. Le lac est gelé de début janvier à mai. En été, l'eau est si claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est parce que la glace dégelée des montagnes sibériennes est incroyablement pure. Il n'y a pas non plus de sels minéraux dans le Baïkal. Salar de Uyuni, Bolivie.
C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès d'Amérique du Sud. La plus grande plaine salée du monde s'étend sur plus de 10 400 km². Il est apparu lorsque les lacs préhistoriques se sont évaporés il y a des milliers d'années. Une épaisse croûte de sel s'étend au-delà de l'horizon. À un moment donné, on ne sait même plus où la Terre se termine et le ciel commence. Le désert d'Atacama, au Chili. Le désert le plus sec du monde est fait de paysages rocheux, de lacs salés, de dunes et de températures extrêmes. Dans certaines parties du désert, il n'y a pas eu de pluie depuis près de 500 ans. Sans eau ni nutriments provenant du sol, il n'y a pas non plus de plantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir l'impression d'être sur une autre planète comme Mars. Mais attends que la nuit tombe. Tu pourras admirer un ciel infini rempli d'étoiles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers et ses mystères. Hey, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal. Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit ? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années.
Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent ? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux ? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près.
Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield, dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos.
2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum, et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet-pouet les petits canards! En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale.
Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses boules de feu des Nagas.
La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chaney-Timpishka, longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut! Tsunami du Boxing Day, Indonésie. Un tremblement de terre sous-marin se déclenche dans la matinée. Ces secousses provoquent une série de vagues de tsunami. La plus grande atteint la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Méga tsunami du volcan Unzen. Une puissante éruption volcanique déclenche un glissement de terrain à partir d'un dôme de lave vieux de 4000 ans. Elle traverse la ville de Shimabara et atteint la mer, déclenchant un méga tsunami. Méga tsunami du barrage de Vaillant, Italie. Un glissement de terrain entraîne 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Un sombre mur d'eau obscurcit le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage de Vaillant. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague dépasse le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Méga tsunami du mont Sainte-Hélène, États-Unis. La partie supérieure du mont Sainte-Hélène s'effondre, provoquant un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche plonge dans le lac Spirit. Cela pousse les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la tour Eiffel. Tsunami de la baie de Lituya, en Alaska. Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre crée une méga vague. Elle déferle sur le cap et emporte les arbres, les plantes et le sol jusqu'au substrat rocheux. Molokai, Hawaï. Un tiers du volcan Molokai s'effondre dans l'océan Pacifique. Cela provoque un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment du monde, la tour de Shanghai. Les vagues atteignent le Mexique et la Californie. Tsunami de l'astéroïde du Yucatan. L'astéroïde, qui aurait anéanti les dinosaures, frappe la péninsule du Yucatan. Il crée un méga tsunami, le plus grand de l'histoire de la Terre.
La première vague est presque 2 fois plus grande que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Ouragan Mitch. Mitch se forme dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Très vite, il se renforce pour devenir le 8e ouragan le plus puissant de l'Atlantique. La tempête déverse 10 cm de précipitations par heure pendant 2 jours au Honduras. Elle provoque de terribles coulées de boue et des inondations. Ouragan Allen. D'une puissance extrême, la tempête est l'une des rares à atteindre la catégorie 5, la plus élevée possible. Elle cause plus de 2 milliards de dollars de dégâts. The Great Hurricane. Après s'être abattue sur la Barbade, la tempête poursuit sa route dévastatrice. Elle arrache l'écorce des arbres qui poussent en Martinique et à Sainte-Lucie et se propage plus loin. Cette terrible catastrophe naturelle dure 6 jours. Ouragan Dorian. C'est le plus puissant cyclone tropical à avoir frappé les Bahamas. L'ouragan rase la plupart des structures sur ces îles et les emporte dans la mer. Ouragan Vilma. La tempête se produit dans la mer des Caraïbes, près de la Jamaïque, et se dirige vers l'ouest. 2 jours plus tard, elle gagne suffisamment de puissance pour se transformer en l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Ouragan Patricia. Une tempête régulière développe un œil bien défini et se transforme en ouragan de catégorie 5 en 24 heures seulement. À un moment donné, elle se déplace plus vite qu'une Ferrari roulant à sa vitesse maximale. Cela fait de Patricia le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans le monde. Tremblement de terre du Kamtchatka. Il se produit au petit matin à 130 km des côtes du Kamtchatka. Le tremblement de terre engendre un tsunami. Les 2 premières vagues sont catastrophiques jusqu'à 18 mètres de haut. La 3e est beaucoup plus faible. Tremblement de terre de Valparaiso, Chili. Il se produit vers 5 heures du matin à la limite de 2 plaques tectoniques. Le tsunami déclenché par le tremblement de terre détruit 1000 km de la côte chilienne. Tremblement de terre de Tohoku, Japon. Les premiers tremblements commencent à une profondeur sous l'eau. Le séisme est si fort qu'il déplace l'île principale du Japon. Il déplace également la planète entière de 25 cm sur son axe et augmente sa vitesse de rotation. La catastrophe déclenche également un tsunami avec des vagues de 40 mètres de haut qui se déplacent sur une distance de 10 km à l'intérieur des terres. Tremblement de terre dans l'océan Indien, Sumatra. Une rupture le long de 2 plaques tectoniques déclenche un tremblement de terre sous-marin. Il commence vers 8 heures du matin près du nord de Sumatra, en Indonésie. Il déplace la planète de 1 cm et déclenche des tremblements de terre dans le monde entier jusqu'en Alaska. Tremblement de terre du Vendredi Saint, Alaska. Le plus puissant tremblement de terre enregistré en Amérique du Nord dure 4 minutes et 38 secondes. Une fissure de 1000 km de long provoque de terribles glissements de terrain et un tsunami de 8 mètres de haut. Les zones situées à 300 km de distance sont soulevées de 10 mètres. D'autres endroits s'affaissent de 2,5 mètres de façon permanente. Valdivia, Chili. Le grand tremblement de terre chilien commence dans l'après-midi et dure pas moins de 10 minutes. La catastrophe touche une zone de la taille de la Californie. Il déclenche des tsunamis qui atteignent les côtes de Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une tornade moyenne dure généralement moins de 10 minutes, mais il y a des exceptions. Tornade d'El Reno. Elle est considérée comme la plus grande tornade au monde si l'on se base sur sa largeur. À son apogée, elle a atteint un diamètre de 4 km. Tornade de Perryville, États-Unis. Elle se produit vers 2 heures du matin et commence par abattre des arbres à bois dur et détruire des constructions en pierre. Ensuite, le tourbillon devient plus fort. Il rase des bâtiments de 2 étages, emporte et fait voler des voitures comme s'il s'agissait de jouets. Tornade de Bridge Creek Moor. Lorsque la tornade arrive dans la ville de Bridge Creek, sa largeur est à son maximum, 1,5 à 2,5 km. La vitesse du vent dans la tornade atteint plus de 450 km par heure. Cette catastrophe naturelle cause 1 milliard de dollars de dégâts. Manitoba, Canada. Une tornade exceptionnelle fait rage pendant près de 3 heures. Elle brise des centaines d'arbres et de poteaux électriques, endommage les routes et les fermes, mais épargne miraculeusement chaque ville sur son passage. Tri-State Tornado, États-Unis. La tornade la plus longue du monde parcourt 350 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas 8 km. Tupelo, Gainesville, États-Unis. Un système complexe d'au moins 12 tornades individuelles anéantit tout sur son passage. Les tornades déclenchent également de graves inondations soudaines qui aggravent encore la situation. Glissement de terrain de Vaillant, Italie. À 22 heures, un glissement de terrain d'un volume équivalent à celui de 100 grandes pyramides de Gizeh se détache du sommet du mont Toc. Il tombe dans le réservoir du barrage de Vaillant, produisant une vague de tsunami plus haute que le Golden Gate Bridge de San Francisco. Yunnan, Chine. Une avalanche de roches, de pierres et de boue, si grosse qu'elle pourrait remplir le port de Sydney, forme un barrage sur la rivière Jinsha. Fleuve Ida, Japon. Suite à une tempête de pluie, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques de débris s'écoule avant d'être arrêté par un autre glissement de terrain, plus précoce. En cours de route, le glissement emporte 2 autobus hors de la route. Pérou. Un éboulement fait barrage au Rio Mantaro.
un long fleuve qui traverse le centre du Pérou. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 3 minutes, ce qui signifie que l'écoulement se déplace à une vitesse pouvant atteindre 140 km/h. Il laisse également une traînée de débris de 8 km de long. Barrage d'Ussoy, Tadjikistan. Déclenché par un tremblement de terre de magnitude 7,4, l'éboulement tombe dans la rivière Murghab et bloque son débit. C'est ainsi qu'apparaît le barrage d'Ussoy, l'un des plus hauts du monde. Mont Sainte-Hélène, États-Unis. À 8h30, un tremblement de terre désastreux fait glisser toute la face nord du mont Sainte-Hélène. C'est le plus grand glissement de terrain enregistré au monde. Il débouche une cheminée volcanique et engendre une éruption catastrophique. North Bonneville, États-Unis. Au milieu du XVe siècle, un grand tremblement de terre se produit. Une quantité incroyable de débris se précipite depuis Table Mountain. Il couvre plus de 13 km² et bloque le fleuve Columbia avec un barrage de 61 mètres de haut et de 6 km de long. S'il y avait des cataclysmes toutes les 5 minutes sur Terre, les conditions de vie sur notre planète seraient presque les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, les mers et les océans étaient en ébullition. La foudre frappait partout. Les plaques tectoniques changeaient de forme. La lave fusait des volcans. Et pire encore, pas d'Internet. La Terre ressemblait à un vaste chaudron bouillonnant où la vie était graduellement en train de prendre forme. Si cela recommence à bouillir, ce chaudron pourrait détruire presque toute la vie sur la planète. Donc, des cataclysmes consécutifs, ça ne ferait pas de mal de se projeter. Et si l'on imaginait tout cela ? Bien le bonjour, tu te réveilles dans un petit bunker souterrain. Le capteur sismique indique qu'un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter va sévir dans quelques minutes. Tu emportes un énorme sac à dos étanche et tu te rends sous terre. Le bunker est protégé de l'activité sismique. Il bouge au gré du sol, donc tu y es en sécurité. Mais tu dois quitter cet abri car tu as peu de ressources. De plus, tu as capté un signal radio hier, te disant que tous les survivants étaient partis immédiatement au sud. Les coordonnées qu'ils ont fournies ne sont pas très éloignées des tiennes. Tu dois te dépêcher avant que le paysage ne change de nouveau. Tu ouvres la trappe et tu te retrouves au milieu du désert. Le soleil est presque invisible derrière ce ciel gris épais. Le sol tremble, mais tu n'as pas peur. Il n'y a plus de maison ni de construction. Rien ne te tombe dessus. Tu gardes parfaitement ton équilibre et le tremblement de terre ne t'effraie pas outre mesure. C'est comme sauter sur un trampoline. Le seul danger, ce sont les gouffres béants dans le sol, mais tu peux facilement sauter par-dessus. Après ce réveil extrêmement matinal, tu décides de prendre ton petit déjeuner. Tu sors une boîte de conserve de ton sac à dos. Tu as quelques minutes avant le prochain désastre. Donc, tu manges et tu te souviens de ton grand-père qui te racontait comment tout avait commencé. Avant tout cela, la planète était divisée en territoires appelés pays. Des millions de gens vivaient là, puis quelque chose de terrible est arrivé. Les plaques tectoniques ont commencé à bouger et la température de l'air et la pression atmosphérique ont commencé à changer rapidement. En un jour, des tremblements de terre ont détruit des villes entières. Les tsunamis et les inondations ont emporté toutes les ruines. Les cendres volcaniques ont bloqué le passage des rayons du soleil. Les feux de forêt ont détruit presque toute la végétation. Et les éruptions ont empoisonné l'air. Seules quelques personnes ont réussi à s'adapter à de telles conditions et tu fais partie des rares survivants. En finissant ton petit déjeuner, tu es distrait par un autre tremblement qui provient du sol. Il est temps de bouger. Beaucoup de gens parcourent le monde seuls, car ils considèrent que c'est plus sûr. D'autres forment de petites communautés, mais personne ne reste au même endroit bien longtemps. Toute ta vie est en mouvement, mais tu ne paniques pas. L'une des règles principales lors d'une catastrophe naturelle, c'est de rester calme. Donc tous les survivants ont encore des nerfs d'acier et une excellente condition physique. Tu parcours quelques kilomètres vers le sud et tu sens soudain quelque chose d'étrange. Tu mets un masque à gaz. Le tremblement de terre a créé une éruption caractéristique. Le dioxyde de carbone naturel est relâché du sol vers la surface. Tu te sens plus à l'aise avec ton masque, mais tu ne peux pas courir vite quand tu le portes. Plus loin, tu aperçois une forêt verte. L'un des rares endroits à ne pas avoir été affecté par les feux. Tu enlèves ton masque et tu t'y rends pour t'abriter du soleil brûlant. Cette zone verte est riche en végétation. Des fleurs colorées, des fraises et bien d'autres baies poussent ici. Mais tu es inquiet. Une terre si fertile est souvent près des volcans. Ils crachent du magma riche en vitamines et minéraux. Donc la végétation pousse. Tu peux voir une montagne haute au loin. C'est le volcan. Une poussée souterraine se fait à nouveau sentir et provoque une éruption. Tu récoltes des fraises et tu t'enfuis aussi vite que possible. La lave sort de la gueule du volcan et provoque un feu de forêt.
Tu sors une trottinette pliable de ton sac à dos avec son moteur et tu t'en vas aussi vite que possible de ce brasier. Le ciel est rempli de cendres volcaniques, mais cela ne durera pas longtemps. Le vent devient de plus en plus fort à chaque seconde. Tu te rends compte qu'un ouragan arrive droit sur toi. Tu prends une petite pelle et tu creuses un trou dans le sol. Ce dernier est sec, mais tu as suffisamment de force pour creuser une petite tranchée en quelques minutes. Tu plonges dans l'abri de fortune et tu te protèges à l'aide d'une tente. L'ouragan souffle les cendres volcaniques dans différentes directions et l'air devient alors plus clair. Mais le feu ne cesse pas. Le vent le répand à travers la forêt. Tu sors du ravin et tu remets ton masque à gaz. Il y a beaucoup de fumée autour et il y fait incroyablement chaud. Tu sais que l'ouragan n'a pas pu arriver sans raison. Il se forme quand de l'air chaud et humide se heurte à la surface de la mer et il s'élève alors dans les airs. Donc il y a de l'eau par là. Génial, car tu as soif et tu veux te rafraîchir. Un son tonitruant se met à rugir derrière toi. Tu te retournes, une vague d'eau gigantesque s'approche du feu. Sans paniquer, tu tires ton gilet de sauvetage de ton sac à dos, tu retires ton masque à gaz et tu mets un masque de plongée et des palmes. La vague t'emporte, mais tu ne te noies pas. Avec le temps, tu as appris à très bien nager. Tu t'accroches à un arbre qui passe par là et tu attends patiemment que l'inondation soit remplacée par un autre désastre naturel. Durant 5 minutes, tu navigues sous un ciel orageux et sombre, d'où les éclairs jaillissent plusieurs fois. Malgré les vagues, tu tentes de te diriger vers le sud. Il fait plutôt froid. Tu aperçois enfin la rive, mais ce n'est pas de la terre, c'est de la glace. Un vent fort a amené un cyclone très froid, qui a provoqué un changement brutal de température. C'est comme si tu étais en Antarctique. La neige et le blizzard t'entourent, il fait extrêmement froid. Mais tu prends une couverture isolante fabriquée en aluminium et tu marches lentement vers le sud. Sous tes vêtements, tu as mis du papier chiffonné, du papier à bulles, des morceaux de coton. Tout cela pour garder ton corps au chaud. Sur la route, tu récupères quelques bouteilles de neige pour la faire fondre plus tard. Des stalactites se forment sur ton visage et tu n'y vois plus rien à cause de la tempête de neige. Soudainement, la neige commence à s'effondrer sous ton poids. La glace fond et se transforme en eau. Un courant d'air chaud souffle sur ton visage. Tu te retrouves sur le sol dur et sec. Tu regardes le ciel, puis ta montre. 5 minutes ont passé et le ciel est à nouveau couvert de nuages sombres. Tu prends une assiette de métal dans ton sac à dos et tu te couvres la tête avec. Quelques secondes plus tard, tu es en proie à la pluie battante et à la grêle. D'énormes boules de neige viennent s'écraser contre ton bouclier de métal. Mais tu gardes ton calme et tu as même le sourire. Le sol devient mouillé et instable à cause des roches glacées. Quand la grêle se termine enfin, tu retires tous les matériaux isolants de sous tes vêtements et tu les caches dans ton sac à dos. Puis tu sors de longues tiges d'acier. Elles sont entourées de fils de cuivre. Tu les connectes les unes aux autres en faisant ainsi une longue antenne. Tu la plantes dans le sol et tu t'en vas. Après la grêle et la pluie, c'est la foudre qui frappe le sol. Plus précisément, elle s'abat sur le paratonnerre que tu viens de construire. Tu attends que la tempête s'en aille, puis tu reprends ton attirail et tu le ranges dans ton sac. Une chaleur intense t'entoure. Tu bois de la neige fondue et tu marches à travers le désert. La terre tremble et ton aventure reprend. Les tremblements de terre, le dioxyde de carbone, les feux, les inondations, les chutes de neige, les tsunamis, les éclairs. Encore, et encore, et encore. À l'aide d'une boussole, tu poursuis ton voyage et tu atteins enfin ta destination quelques mois plus tard. Tu vois une longue antenne qui sort du sol. C'est le repère indiquant que tu entres dans une ville souterraine. La ville est composée de douzaines de bunkers reliés les uns aux autres par des tunnels. Les murs de la ville ne permettent pas aux radiations de passer au travers et ils sont résistants aux tremblements de terre. Les gens ont appris à tirer l'énergie du sol. Le noyau de la terre fournit de la chaleur. Elle permet de faire bouillir l'eau, donc de créer de la vapeur. Et l'électricité est créée dans des stations spécifiques. Les gens prennent de l'eau dans des rivières et des lacs souterrains. Au lieu du soleil, des lampes à ultraviolets sont installées partout, ce qui fournit suffisamment de lumière aux gens et aux plantes. Les catastrophes naturelles ont lieu toutes les 5 minutes sur Terre, mais l'humanité a encore beaucoup de place en sous-sol. Le salar d'Uyuni donne l'impression de se trouver au-dessus d'un grand miroir, mais il s'agit en fait d'une étendue de sel de plus de 10 000 mètres carrés. Il est situé en Bolivie, le pays le plus élevé d'Amérique du Sud.
Ce miroir naturel est un vestige de lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a longtemps. Même s'il a l'air plat, la technologie GPS a prouvé qu'une partie du paysage présente de petites failles qui mesurent toutes moins de 2,5 cm. L'endroit est tellement embourbé qu'il contient environ 10 milliards de tonnes de sel. Si tu t'y rends au bon moment, certains des lacs voisins débordent d'une petite couche d'eau qui agit comme le miroir du ciel. De nombreux habitants y extraient du sel et du lithium. N'oublie pas de passer devant le premier hôtel de sel du monde lors de ta visite. Tu peux trouver une véritable montagne arc-en-ciel au Pérou. Les scientifiques ne peuvent toujours pas l'expliquer. Le pic coloré est difficile à atteindre, mais voir les couleurs bleues, rouges, vertes, jaunes et roses dans la nature est quelque chose d'impossible à oublier. Le gouffre des 3 ponts du Liban comporte 3 ponts naturels que n'importe qui peut traverser, prendre de superbes photos et même y pique-niquer. La cascade est le résultat de l'érosion du calcaire qui dure depuis des millions d'années, même si l'on dirait que quelqu'un a fait un trou en plein milieu. Elle est située dans le village de Tanourine, à seulement 2 heures de la capitale, Beyrouth. La mer Morte présente une forte concentration de sel et de minéraux par rapport aux autres mers, même s'il s'agit techniquement d'un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour les composés chimiques naturels qu'ils y trouvent. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom parce qu'aucun organisme macroscopique ne peut y vivre, étant donné qu'elle est 9,6 fois plus salée que les océans. Seuls quelques bactéries et champignons, en appréciant le sel, peuvent y être trouvés. C'est aussi le point le plus bas de la Terre, à 420 mètres sous le niveau de la mer. En Arabie Saoudite, on trouve un rocher parfaitement tranché au milieu, avec 2 morceaux parallèles. Ce qui rend Al-Naslaha si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des années. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a jeté des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en réalité sa couleur naturelle. Les cascades de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette atmosphère étrange au milieu de nulle part. À Hanoï, la capitale du Vietnam, tu peux déguster ton café à quelques mètres d'un train en marche. Les habitants de ce quartier doivent s'assurer que personne ne se trouve sur les rails lorsque le train passe 2 fois par jour. Les jours de grande affluence, tu dois te coller à un mur derrière toi ou te rendre dans les nombreux cafés des environs. Les bulles gelées sont une chose courante dans le lac Abraham au Canada. Elles ressemblent à une substance gélatineuse, mais ce n'est que du méthane produit par les bactéries lorsqu'elles mangent les organismes qui sombrent au fond. Au cours de ce processus, des bulles de méthane sont libérées, mais comme les températures sont inférieures au point de congélation, ces bulles gèlent sur place. L'Australie abrite une chute d'eau horizontale unique en son genre, sur la côte de la région de Kimberley. Chaque fois que le flux monte ou descend, l'eau s'engouffre et s'accumule rapidement entre 2 gorges étroites, comme un goulet. Dans cette zone, les marées ont une variation de 9 mètres. Les chutes s'inversent à chaque changement de marée. Il y a aussi le plus gros rocher du monde. Il est si gros qu'il ressemble à une grande colline. Il a une circonférence de 10 km et mesure 351 mètres de haut. Les bords sont érodés car le rocher est là depuis toujours. L'Antelope Canyon en Arizona, également connu sous le nom de l'endroit où l'eau coule à travers la roche, possède 2 sections de canyon fendues. Au fil des années, l'eau qui coule à travers le grès a créé une formation pittoresque unique en son genre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines et découvrir un monde sous-marin dans la province de Palawan. La municipalité de Coron possède des plages de sable blanc et de nombreux petits bateaux qui naviguent à travers les paysages spectaculaires. Tristan de Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les seules villes voisines sont Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu incomparable. Si tu veux t'échapper du reste du monde en séjournant chez les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Une île encore plus isolée que Tristan de Cunha est l'île Pitcairn. Située à 2200 km au large de Tahiti, cet endroit est un mélange de Britanniques, de Polynésiens et d'autres insulaires du Pacifique qui vivent en autarcie grâce au sol volcanique utilisé pour les cultures. La population est d'environ 50 personnes. Cette petite île est considérée comme la 2e plus grande zone marine protégée. Si tu envisages de la visiter, prépare-toi pour un long voyage en mer sur un bateau de ravitaillement qui accueille 12 passagers. Ce tunnel ferroviaire abandonné et magique en Ukraine est l'un des endroits les plus romantiques que tu puisses visiter. En marchant à travers les feuilles et les plantes vertes luxuriantes, tu auras l'impression d'être dans un véritable conte de fées.
Le parc national des lacs de Plitvice, en Croatie, est une attraction touristique majeure et un site du patrimoine mondial avec de nombreux animaux et plantes uniques. Il ressemble à un décor de film magique avec des cascades infinies coulant de toutes parts et des lacs transparents tout autour. Le lac Baïkal en Sibérie est le plus vieux lac du monde et contient 20% de l'eau douce non gelée sur Terre. C'est également le lac le plus profond du monde, avec une profondeur maximale de 1646 mètres. En raison de son âge et de son isolement, c'est l'un des endroits les plus diversifiés pour les organismes. Plus de 1300 espèces d'animaux et 570 plantes y vivent. Une grotte de cristal souterraine existe au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 300 mètres sous la surface, chaque pointe mesurant jusqu'à 10 mètres de long et pesant jusqu'à 55 tonnes. Ce sont quelques-uns des plus grands cristaux du monde. Le sable rouge est ce qui rend cette plage unique et pourquoi les touristes affluent à Tianjin en Chine. Une plante de couleur rouge, appelée Suaeda salsa, vit dans l'eau salée. Toute la plage est couverte de rouge, avec seule la couche supérieure de la mer visible. En Chine, on trouve également les monts Tianzi, qui ont inspiré un célèbre film hollywoodien. Ces montagnes uniques s'étendent sur 50 km² dans la région de Wulingan. Des millions d'années d'érosion rocheuse ont formé cette beauté étonnante. Sous le soleil de Californie se trouve le parc national de Sequoia qui abrite la forêt géante. Elle existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 de ces arbres colossaux règnent sur le territoire, dont 10 des plus grandes plantes vivantes au monde. Le séquoia General Sherman, dont l'âge est estimé à 2700 ans, est l'arbre à un seul tronc le plus imposant du monde. L'île aux chats du Japon compte une population de moins de 10 personnes et plus de 120 chats. L'île est située dans une région isolée et les habitants l'adorent. Si tu décides de visiter cet endroit, assure-toi d'amener quelqu'un qui aime les chats. Le Yémen abrite les plus anciens gratte-ciels du monde et la plus ancienne métropole. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de tous les bâtiments en terre qui émergent du sol aride. Elle servait d'étape aux caravanes pendant l'Antiquité. Ces bâtiments en briques de terre font 7 étages et ont été construits à partir de terre fertile, de foin et d'eau, transformés en briques et laissés à cuire au soleil pendant des jours. Les rez-de-chaussée étaient utilisés pour garder le bétail et les céréales, tandis que les étages supérieurs étaient des lieux pour se retrouver et profiter de la jolie vue. La composition chimique des anciennes sources chaudes de Pamukkale en Turquie donne à l'eau qui se déverse sur les bords un aspect magique. Elles ne sont pas seulement bonnes pour purifier ton corps, mais aussi ton esprit. La forme et la formation de ces roches ne sont pas le résultat du travail de quelques humains. Elles ont été créées par d'intenses éruptions volcaniques. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi la chaussée des géants en Irlande a une forme si étrange. Socotra est une île semblable à un extraterrestre située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, où l'on trouve l'un des arbres les plus uniques jamais vus. Il s'agit du dragonnier, que l'on ne trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cascade noire en Islande doit son nom aux colonnes de lave sombres qui l'entourent. La base de la cascade est constituée de roches escarpées. L'ensemble de la structure a inspiré l'architecture islandaise que l'on retrouve dans certains de ses célèbres bâtiments.